Alors les gars, le 3 avril dernier, pour nous ici, c'était le jour férié du Vendredi Saint. Un F-15E, un F-15 Strike Eagle américain, a été abattu par la défense anti-aérienne iranienne près d'Ispahan, en Iran. Au cœur de l'Iran, mec. Quand on parle du cœur de l'Iran, c'est parce que c'est vraiment loin de la côte. Ce n'est pas une région proche du littoral iranien. Comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, la cible, la ville ciblée, se trouve en plein centre du territoire iranien et c'est une ville très importante pour le programme de missiles, n'est-ce pas? Près d'Ispahan, il y a plusieurs structures de lancement, de production et de stockage de missiles. Donc ce F-15 armé de plusieurs bombes intelligentes, de divers armements pour l'attaque au sol, n'est-ce pas, c'est la version E du F-15, c'est-à-dire le Strike Eagle. Il emporte donc 2 membres d'équipage, un pilote et un officier spécialiste des armements. Vous avez sûrement déjà entendu ce sigle, WSO, n'est-ce pas qu'il prononce WISO, qui est l'officier spécialiste en armement. C'est le gars qui arrive vraiment à calibrer et à lancer ses armes contre les cibles sélectionnées pendant que le pilote fait voler l'appareil. Et pendant ce temps, ce pilote a été retrouvé quelques heures seulement après le crash. Et nous avons même vu, dès le vendredi, certaines vidéos publiées presque en temps réel, là sur X et d'autres réseaux sociaux. D'un avion, un MC-130, un Hercule d'opération spéciale, ravitaillant 2 hélicoptères Pavehawk. Ces Pavehawks sont aussi des versions adaptées du célèbre Black Hawk. Ces hélicoptères disposent aussi de sondes de ravitaillement en vol. Comment cette mission a-t-elle fonctionné ? Étant donné que la cible était trop éloignée pour une opération d'hélicoptère, ce MC-130 ravitaillait ces hélicoptères qui ont alors atterri sur le terrain, ont secouru le pilote et l'ont évacué de là. Certaines vidéos et aussi des rapports indiquent clairement que ces hélicoptères ont essuyé des tirs venant du sol. Des tirs d'armes portatives, disons des fusils et autres armes similaires, qui ont même blessé certains membres d'équipage de ces hélicoptères. Mais les 2 hélicoptères ont réussi à quitter la zone, emmenant avec eux le pilote du F-15. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le Weasel, le spécialiste en armement, l'officier spécialiste en armement, qui selon la Maison-Blanche est un colonel de l'armée de l'air, lui, il est resté sur place, n'est-ce pas ? Il n'a pas été localisé immédiatement pour être secouru par l'autre hélicoptère qui était devenu lui aussi. Ils envoient donc 2 hélicoptères là-bas pour effectuer, disons, le sauvetage des 2 membres d'équipage, sachant qu'il est très probable que ces 2 membres d'équipage n'atterrissent pas ensemble, n'est-ce pas ? Bien qu'ils soient très proches l'un de l'autre dans le cockpit, en tandem dans l'avion, lorsqu'ils s'éjectent, plusieurs variables entrent en jeu. La vitesse, la position de l'avion, au moment où il reçoit l'ordre de larguer la verrière. Et les pilotes vont être éjectés avec leur siège, l'altitude, enfin beaucoup de choses peuvent influencer et entraîner la séparation de ces pilotes pendant la chute. Alors imaginez que dans un terrain montagneux, on ne peut pas s'attendre à ce que 2 gars tombent ensemble. Et même s'ils tombent à une courte distance, 1 km, 2 km l'un de l'autre, s'ils tombent de 2 côtés opposés d'une montagne, il est vraiment très difficile de les atteindre avec un seul véhicule, n'est-ce pas, à moins qu'ils ne se retrouvent. D'accord ? Donc nous parlons ici d'une zone opérationnelle, comme je l'ai dit, à proximité d'Ispahan, mais au sud-est de la ville, ici dans ce qu'on appelle les montagnes Zagros, n'est-ce pas ? Ces montagnes Zagros, en réalité, c'est une immense chaîne de montagnes. Mais ici, nous parlons d'un parc qui existe, comme s'il s'agissait d'un parc national. Ici, dans ces montagnes, c'est là que l'appareil s'est écrasé et que les membres d'équipage ont été éjectés, n'est-ce pas ? Ils ont été éjectés ici en haut. Donc, comme vous pouvez le voir, mec, ce n'est pas le meilleur terrain pour faire ce genre d'éjection, n'est-ce pas ? Il est très facile de se perdre ici. Regardez, je vais vous montrer ici à quel point ces montagnes sont vraiment escarpées. Et ce sont des vallées entre les montagnes. Je veux dire, ce n'est pas un terrain facile, non. C'est un terrain assez compliqué pour atteindre le sol et pour demander des secours, d'accord ? Parce que ces militaires américains, ils s'appuient sur des systèmes électroniques, n'est-ce pas ?
sur des localisateurs électroniques dont le signal peut être fortement perturbé par un terrain comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors, n'est-ce pas? L'Iran, en se rendant compte que l'un des aviateurs n'avait pas encore été retrouvé, il a proposé une récompense d'environ 60 000 $ pour la capture du pilote, n'est-ce pas? Et donc l'Iran voulait le pilote vivant, parce qu'un pilote vivant vaut bien plus qu'un pilote mort pour la propagande et la communication du régime, n'est-ce pas? Donc les États-Unis ont déjà eu ce genre de situation dans le passé, y compris avec des aviateurs capturés pendant un conflit, n'est-ce pas? Capturés vivants pendant un conflit par l'ennemi, et ces aviateurs, ces militaires, sont utilisés comme armes de propagande. Donc la Maison-Blanche a vraiment donné la priorité, elle a donné carte blanche. La Maison-Blanche a donné carte blanche aux militaires, n'est-ce pas, à l'armée de l'air des États-Unis, en collaboration avec la marine des États-Unis, pour agir le plus rapidement possible. La localisation et l'extraction de cet officier spécialiste en armement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux supposer aujourd'hui après avoir étudié ce qui s'est passé ici et avoir réussi à faire, disons, un bilan? La localisation de l'officier a été obtenue dès les premières heures, d'accord? Mais la difficulté du terrain même où il a atterri, ce terrain ici, et le fait que les hélicoptères, tu vois, les Pavhawks, ont essuyé des tirs en atterrissant, tu vois, parce qu'ils sont arrivés là, à basse altitude, avec le C-130, donc ils ont été repérés de loin par les Iraniens au sol. Tout cela s'est passé en plein jour. Il a donc été décidé d'effectuer une extraction de nuit, car les troupes américaines sont bien habituées à travailler avec des équipements de vision nocturne, ce qui ne devrait pas être le cas des Iraniens, n'est-ce pas? On a donc attendu la tombée de la nuit du 4 avril pour pouvoir extraire le colonel américain ici, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps, la CIA est l'institution qui va réellement localiser l'officier, n'est-ce pas, le colonel, et va transmettre cette information à l'armée de l'air et à la marine, n'est-ce pas, au commandement des opérations spéciales Corporation qui va réellement planifier et exécuter cette opération de sauvetage. Eh bien, tous les médias rapportent la même chose, que la CIA a été essentielle pour pouvoir trouver le gars et transmettre sa localisation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le type, il a une sorte de localisateur, n'est-ce pas? Une balise. Ils appellent ça une balise, c'est bien une balise électronique qui émet en permanence sa position. Il se trouve que c'est un signal radio et ce signal peut aussi être capté par les Iraniens, n'est-ce pas? Donc, l'instruction que le gars reçoit, c'est simplement de faire une transmission de données très rapide et d'éteindre l'appareil tout de suite après. Parce que ça, il serait très difficile pour quelqu'un qui surveille tout le spectre des fréquences de le capter, n'est-ce pas, pour pouvoir localiser un signal. Donc cette impulsion, cette sorte de rafale de données très rapide, suivie de l'extinction de l'appareil, c'est suffisant pour pouvoir retrouver le gars. Et apparemment, seule l'électronique de la CIA a réussi à trouver le type et a eu la capacité de transmettre cette information aux militaires. Très bien. Ensuite, une extraction est donc planifiée avec l'utilisation d'une FARP. Qu'est-ce qu'une FARP? Une FARP est un Forward Arming Refueling Point, ou point avancé, un point de réarmement et de ravitaillement en carburant. Ravitaillage, pardon. Point avancé de réarmement et de ravitaillement. Ce point avancé est un dispositif utilisé pour vous permettre d'approcher au maximum de votre cible à l'intérieur du territoire ennemi. Pour pouvoir faire opérer des aéronefs là-bas, fournir un soutien sur place, de manière à utiliser ces aéronefs même lorsque la destination finale est hors de portée opérationnelle des appareils. Je ne sais pas si tu as compris. Mais quand c'est trop loin de l'objectif, les forces armées américaines choisissent un endroit sur la carte et transforment cet endroit en un point de ravitaillement et de réarmement. Alors les aéronefs à plus faible portée atterrissent là, sont réarmés, sont ravitaillés et poursuivent leur mission.
Il est très logique de comparer cela à l'opération Eagle Claw de 1980, qui était une mission en Iran, une opération spéciale pour sauver des otages, c'est-à-dire des otages, des personnes disparues, c'est presque la même chose. Mais ça a très mal tourné. Ça a très mal tourné parce que, justement, à la FARPé, au point avancé de ravitaillement et de réarmement, les choses ont mal tourné. Parce que sur les 8 hélicoptères, si ma mémoire était bonne, sur les 8 hélicoptères qui ont été envoyés, 3 sont arrivés endommagés jusqu'à la FARPé. La mission a été annulée. Là même, et puis, lors de l'extraction de ces hélicoptères restants, l'un des hélicoptères est entré en collision avec un C-130 qui était là pour les ravitailler, causant la mort de 8 militaires américains. Donc ce fut un grand désastre et un important coup de propagande pour le régime iranien lors de sa première année d'existence. Donc il était aussi bien sûr très important d'éviter un résultat similaire à celui de Eagle Claw. Beaucoup de choses étaient en jeu, n'est-ce pas? J'ai trouvé, mec, une information sur cette ville appelée Shareza, et j'ai été impressionné qu'une ville s'appelle Shareza, n'est-ce pas? Parce que Shareza Pahlavi, dans l'Iran d'aujourd'hui, porte ce nom. Enfin, ça n'a peut-être rien à voir. Si tu es iranien et que tu connais cette ville, explique-moi dans les commentaires pourquoi elle porte ce nom. Ça n'a peut-être rien à voir avec Shareza Pahlavi, mais j'ai trouvé le nom de la ville curieux. Que les Américains aient trouvé une piste d'aviation agricole abandonnée à 23 km au nord de Shareza. Alors, j'ai fouillé un peu la carte ici et j'ai fini par trouver cette fameuse piste, mec. Je vais vous la montrer, regardez, elle est là. Tu veux voir? Attends, je te montre. Regarde. Regarde cette piste ici, regarde, c'est elle. Ça ne peut être qu'elle. 23 km au nord de Shareza, c'est ça ici, regarde. C'est une piste d'atterrissage, non? Abandonnée. Il y a beaucoup d'agriculture ici, donc agriculture, piste agricole. Et si on trace une ligne droite d'ici jusqu'à là-bas, vous verrez que ça fait 23 km, tu vois. Então, Alors, il me semble que Ah, vous ne voyez pas? Je ne suis pas dans la petite fenêtre, mais il me semble que j'ai réussi à trouver la piste exacte ici. Regarde, celle-ci, là. C'est la piste que les Américains ont utilisée pour pouvoir extraire le pilote, d'accord? Celle-ci. Et alors, comment s'est déroulée l'opération en elle-même? L'opération en elle-même, elle a eu lieu avec l'arrivée de 2 MC-130, n'est-ce pas? 2 Hercules d'opération spéciale qui transportaient des hélicoptères AH-6. Ce sont les petits oiseaux, n'est-ce pas? Little Bird. Ces petits hélicoptères, mec, ce sont eux qui ont la capacité de décoller depuis l'intérieur des Hercules et de survoler ces montagnes ici, tu vois, pour pouvoir récupérer le gars, pour pouvoir extraire le colonel là-bas, n'est-ce pas? Ce gars-là a cherché un endroit en hauteur. Les journalistes disent qu'il est monté, même s'il avait une blessure au genou, il a grimpé environ 3000 mètres pour pouvoir bien transmettre sa position. Et il a fait tout ça grâce à un entraînement qu'on appelle l'entraînement CIR, n'est-ce pas? L'entraînement, où est-ce que j'ai noté ça? Je l'ai écrit quelque part, mec. L'entraînement CR, c'est-à-dire Survival, Evasion, Resistance and Escape. Autrement dit, c'est un entraînement de survie, d'évitement, de résistance et de fuite, d'accord? Donc cet entraînement ne privilégie pas le fait qu'il retrouve son autre camarade. Il privilégie qu'il s'isole des forces ennemies qui sont à sa poursuite, d'accord? Donc à cause de cela, il doit rationner la nourriture et l'eau qu'il a avec lui. Et pour cela, il a en gros un pistolet pour l'autodéfense, n'est-ce pas? Bien que certaines personnes, j'ai vu certaines sources dire ici que le gars aurait même une petite carabine pour se défendre. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je crois qu'il n'avait vraiment qu'un pistolet pour se défendre, n'est-ce pas? Un petit pistolet personnel, de poing. Alors, les Little Birds, n'est-ce pas? Les hélicoptères, ils sont partis de cette piste que tu vois ici, regarde. Que je t'ai montré, donc. Ils sont partis en survolant ces montagnes jusqu'à trouver le gars qui était quelque part par ici. On ne saura pas exactement où le gars était et comment ces opérateurs du SEAL Team. Je dois vous expliquer ça, n'est-ce pas? Que les avions étaient pilotés par les Night Stalkers, n'est-ce pas? Le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, c'est le même qui a mené l'opération au Venezuela, n'est-ce pas? Qui a exfiltré Nicolas Maduro du Venezuela.
C'est la même unité qui opère ici. Mais ces Little Birds transportés dans des opérateurs spéciaux du SEAL Team 6 de la Marine des États-Unis, n'est-ce pas? Équipe des opérations spéciales de la Marine des États-Unis. Les rapports disent beau que ces gars-là, d'ailleurs, ont même tiré avec leurs armes pour pouvoir repousser certains groupes de recherche iraniens qui se trouvaient à environ 3 km du colonel. Et ils n'ont pas engagé de combat direct avec ces forces, mais ils ont tiré avec leurs armes pour gagner du temps, n'est-ce pas? Ils ont réussi à extraire le gars de là, et ils étaient en train de revenir à la base aérienne. Ici, la base aérienne improvisée, n'est-ce pas? La piste d'atterrissage. Mais pour une raison qu'on ne connaît pas non plus, ces deux C-130, peu après avoir atterri, il a été vérifié que ces avions n'auraient pas la capacité de redécoller. Pour une raison quelconque, je ne sais pas. Ils ne pourraient pas redécoller. Alors, le commandement américain a décidé d'envoyer 3 autres avions pour pouvoir évacuer tout le monde qui était à l'intérieur, d'accord? Et quels seraient ces avions, mec? Ces avions feraient partie de l'escadron des opérations spéciales 427. Ce seraient des avions CASA C-295 ou des avions très mystérieux qui n'ont pas d'immatriculation à l'extérieur. Apparemment, les Américains disposent de 4 de ces avions qui opèrent dans la région. Et ces avions, comme ils sont plus petits, n'est-ce pas? Je crois qu'ils pourraient décoller plus facilement de cette piste abandonnée. Et donc, il est possible que 3 de ces avions, CASA C-295, aient été envoyés pour extraire ces personnes de là. Les Little Birds ne rentrent pas dans cet avion-là, n'est-ce pas? Il est plus petit. L'armée de l'air brésilienne en utilise aussi, d'accord? Et à cause de cela, quand ils ont décollé, de là, avec tout le monde à bord, les aviateurs qui étaient venus dans les C-130 d'origine, le Team 6, le SEAL Team 6 de la marine, les pilotes des Little Birds et le colonel, tout le monde a été embarqué dans ces avions et a décollé de là. Les aéronefs qui assuraient le soutien aérien, n'est-ce pas? De l'appui aérien rapproché là, qui comprenait à la fois des ADX Thunderbolt 2 et aussi des drones MQ-9 Reaper, ils ont ouvert le feu et détruit les aéronefs restés au sol. Les 2 hélicoptères et les 2 C-130, apparemment, il s'agissait de 2 hélicoptères. J'ai vu certaines sources dire 4 hélicoptères, mais 2 hélicoptères, 2 C-130 qui sont restés en arrière, n'est-ce pas? Ils ont été entièrement détruits par le feu de ces aéronefs qui assuraient le soutien aérien là-bas, patrouillant au-dessus de la zone. Et alors, le militaire a été évacué. Il a été évacué et ramené vers les bases américaines, potentiellement au Koweït ou dans une autre région du Golfe Persique, d'accord? Donc cela a été annoncé peu après minuit, samedi, n'est-ce pas, le 5 avril par le président Trump. Désolé, minuit de samedi à dimanche, d'accord? Le 5 avril, c'était un dimanche par le président Donald Trump sur son réseau social, le Truth Social. Il a annoncé que le gaz avait été secouru. Qu'il était blessé, mais qu'il allait s'en sortir, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je dis à peu près parce qu'on ne connaît pas les détails exacts. C'est secret et ça va probablement le rester pendant longtemps. Parce que c'est une question de sécurité et de procédure, n'est-ce pas? De renseignement. Imaginez qu'un autre aviateur tombe là-bas lors d'opérations et qu'il faille aussi le secourir. Donc, nous ne saurons pas tout. Habitue-toi à cette réalité. Bon, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mais mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici. Je te remercie encore pour ton audience et un grand salut de la salle de guerre. Et alors...